Bonsoir à tous, bienvenue sur NATV, vous êtes dans le NASPORT Show, votre rendez-vous habituel pour décortiquer autrement l'actualité sportive de la région Nouvelle-Aquitaine. Gros programme ce soir, on va parler du marathon de La Rochelle qui a rencontré un franc succès ce week-end. Nous étions dans le peloton grâce à notre reporter Victor Pérez-Boucheron. Le nautisme avec le journal de la Route du Rhum évidemment, du rugby avec de bien mauvaises nouvelles pour l'Aviron Bayonnais mais également pour l'Union Bordeaux-Bègles et puis on parlera également tennis avec l'Open BLS de Limoges qui approche ou encore football à la veille de France-Tunisie, le dernier match de poule pour l'équipe de France au Qatar. Le NASPORT Show, c'est parti. Et on débute sur l'eau avec l'actualité de la route du Rhum. Des skippers continuent d'arriver en Guadeloupe du côté de Pointe-à-Pitre. C'est le cas notamment de Philippe Poupon, vainqueur de l'édition 1986 qui a franchi hier en Guadeloupe la ligne d'arrivée de la route du Rhum en 7e position de la catégorie Rhum Multi sur l'ancien voilier d'ailleurs de Florence Artaud. Toute l'actualité de la route du Rhum, c'est en 2 minutes et c'est le journal du Rhum tout de suite dans le NASPORT Show. Comme à chaque édition, la Guadeloupe a communié avec les skippers de la Route du Rhum. Des milliers de spectateurs enthousiastes ont assisté à la remise des prix devant le Memorial Act de Pointe-à-Pitre. Le trophée du vainqueur. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. Le palmarès de la Route du Rhum Destination Guadeloupe 2022 est désormais inscrit sur le trophée et dans la légende de la course. C'est pas la victoire d'un homme aujourd'hui d'un marin, c'est la victoire de toute une équipe. C'est vraiment l'histoire du Gitana Team. Cette course, on l'a gagnée ensemble. À aucun moment j'ai douté. C'était en moi quoi. J'avais une motivation en moi intrinsèque et qui était très forte. Ce qui est ému évidemment, c'est une route du Rhum, c'est un monument de la course au large, du sport. Je pensais vraiment que le doublé était hyper dur à aller chercher. Il faut aligner tellement d'ingrédients, tellement de petits détails pour y arriver. Sur le podium, je me retrouve avec des mecs, je nettoyais leur carène sur les Figaro quoi. On me disait que j'étais le spécialiste du double, j'ai montré aussi qu'en solitaire, je sais faire quelque part. Ouais. Il reste encore une trentaine de concurrents en mer, avec pour tous le même objectif, destination Guadeloupe. Séquence émotion puisque c'était tout simplement le dernier journal de la Route du Rhum dans le NASPORT Show. Notre inside du jour maintenant, un inside qui concerne la 31e édition du marathon de La Rochelle qui a eu lieu ce dimanche dans les rues de la cité maritime. Notre journaliste Victor Pérez-Boucheron était en immersion pour courir le 10 km et il est avec moi en plateau dans le NASPORT Show. Salut Victor. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Ça va, pas de crampes, pas de signes après ce marathon de fatigue ou de douleur? Non, je vais pas te cacher que hier, oui, un petit peu quelques courbatures, quelques crampes, effectivement, mais là, aujourd'hui, tout va bien, c'est bon. On rappelle donc les principaux chiffres de ce marathon de La Rochelle qui a rencontré, je le disais dans le sommaire, un franc succès, Victor, puisqu'il y a eu plus de 10 000 coureurs dans cette édition 2022. Ouais, 12 000 pour être très précis, dans toutes les catégories confondues, donc dans le duo, le challenge entreprise, le marathon et le 10 km. Et dans ce 10 km, justement, on était pas moins de 3 000 participants à s'élancer à 8h45 à la fraîche dans les rues de La Rochelle. Et tu vas nous en parler dans un instant de cette expérience. Juste pour planter un petit peu le décor du marathon, Victor, d'habitude, ce sont les Kenyans qui gagnaient chez les hommes. Alors, le clan Kenyan a gagné chez les femmes, mais pas chez les hommes. C'est un Éthiopien. C'est ça qui a remporté la course. Tout à fait. Et c'est ni plus ni moins que
Berainu Aye, excusez-moi pour la prononciation, on va la prononcer à la française, qui donc remporte ce marathon. Il n'explose pas le record, qui est donc de 2h06 minutes, mais il vient boucler un très très beau marathon en 2h09 minutes et 53 secondes. Derrière lui, toujours, non pas un Éthiopien, mais un Kényan. Du coup, la valse des Kenyans a été brisée ce dimanche par Berainu Aye, et donc le deuxième, David Kiprono, en 2h11 minutes et 00 secondes. Pour info, il a battu son record à lui, à défaut de battre le record de La Rochelle. Chez les femmes, on le disait, une Kenyane, Victor, qui elle aussi a réussi un chrono assez impressionnant. Oui, Marion Kibor, qui est déjà la tenante du titre de l'édition 2021 avec les 30 ans du marathon de La Rochelle, qui boucle ce marathon en 2h25 minutes et 15 secondes. Marion Kibor qui avait déjà donc gagné ce marathon, la Kenyane, qui s'impose devant donc Agathe Violo du club de Les Herbiers, des Herbiers du coup en 2h39 minutes et 47 secondes. Bravo à la Française, à la Vendéenne, Agathe Violo, qui prend effectivement la deuxième place. Un palmarès assez impressionnant donc cette année lors de la 31e édition du marathon de La Rochelle. Concernant le 10 km, ce n'est pas Victor qui a gagné. Chez les hommes, c'est un Français qui s'est imposé. Oui, ni plus ni moins qu'un engagé dans le club d'Athletex. C'est Pierre Langin en 31 minutes et 25 secondes. Et la première féminine n'est ni plus ni moins que Léa Dimmer, engagée donc dans l'US Aigrefeuille en 38 minutes et 27 secondes. On est sous la barre. On n'est pas sous la barre de la demi-heure, mais 31 minutes pour un 10 km, c'est un très très bon temps, effectivement. Et bravo au club de l'US Aigrefeuille en Charente-Maritime, puisque la deuxième des 10 km, Julia Tourneur, elle aussi fait partie du club d'Aigrefeuille. Donc c'est une vraie performance pour ce club réputé d'athlétisme chez les femmes et chez les hommes. On l'a dit, il n'y avait pas que le marathon. Victor, c'est ça aussi le succès de cette épreuve à La Rochelle. Il y avait notamment la course inter-entreprise. C'était un petit challenge entre collègues, c'est ça ? Oui, voilà, une entreprise constitue un quatuor de 4 coureurs et s'élance donc dans ce marathon de La Rochelle. Et le but, c'est la meilleure entreprise qui fait le meilleur temps avec le meilleur quatuor, du coup, qui remporte le challenge entreprise et qui peut se la frimer à La Rochelle. Je suis la meilleure entreprise que vous niveau course à pied. Et on rappelle également, c'était d'ailleurs assez impressionnant qu'il y avait une course handisport, puisqu'il y avait une course à fauteuil. On a vu les images, Victor, mine de rien, ça allait très vite, c'était assez impressionnant. Départ donné par Stéphane Villain, directeur de Charente Tourisme et maire de Châtellerault-en-Plage, aux abords du quai du Perret à La Rochelle. Justement, voilà, les handisports sont partis quelques minutes, à 8h57 pour être précis, contre 9h pour les marathoniens, pour laisser 3 minutes d'avance au fauteuil. C'est assez impressionnant effectivement de voir des fauteuils. Alors voilà, c'est des sportifs comme tout le monde, ils ont le droit de courir comme tout le monde, mais c'est vrai que la technologie qui est dans ce fauteuil-là est assez impressionnante, et c'est vrai que les voir avancer, ils doivent aller au moins à 20-25 km/h. C'est assez impressionnant effectivement, oui. C'est tout travail dans les bras, tout travail dans les bras. Et j'allais dire la piste, mais pas la piste, mais le goudron était détrempé en plus, donc c'est une vraie performance. Et en plus, voilà, il y avait de l'humidité au matin, un peu d'arrosé du matin, donc c'était assez compliqué. Il a plu la veille des trempes d'eau dans la communauté d'agglomération, donc c'était un peu compliqué, mais le parcours était aussi pensé pour les handisports, donc tout est calculé pour. Et on va parler des 10 km, Victor, que tu as couru. Quel est ton chrono alors ? On est plutôt fiers. Rappelez-vous, je vous avais estimé une arrivée en 1h05, 1h010. On est en 55 minutes, donc c'est plutôt pas mal. On s'était lancé donc dimanche 27 novembre à 8h45. Il faisait frais quand on s'est levé le matin pour échauffer les jambes. La chauffe-gambette, c'était dans le froid et dans l'humidité. On est parti donc boulevard du Général Leclerc. On est parti en direction de Mireuil, place de l'Europe. Pour ceux qui connaissent, on est allé rejoindre donc le cimetière de la Rossignolette dans les abords de Mireuil, Villeneuve. On est revenu du côté du stade Marcel de Flandre pour prendre ce grand boulevard à côté de l'Apivia Park, à côté du complexe sportif du stade Rochelet, pour repasser sous le petit tunnel, justement pour revenir à côté du stade Marcel de Flandre. On prend cette grande avenue direction la plage de l'Alleux, pour ensuite passer devant le lycée Antoine Saint-Exupéry, le lycée maritime de La Rochelle. On reprend par la corniche. C'est une magnifique corniche sur l'allée, la grande avenue du Mail. On descend le parc, à côté du parc Franck Delmas. On passe à côté du casino Barrière et là on se dit c'est la fin. On est au kilomètre 8. Il nous reste 2 km avant d'arriver justement au Saint-Jean-d'Acre. Et là c'est très compliqué. C'est là où ça fait mal. C'est dans la tête. Et on s'accroche, on passe par les parcs, on rattrape du coup cette avenue du Général Leclerc. On passe place de Verdun, rue du Palais, sous la cathédrale, à côté de la cathédrale, sous la grosse horloge. Brasserie des Dames, et on rejoint donc ce Saint-Jean-d'Acre acclamé par beaucoup de personnes sur la route, et je tiens à le souligner, beaucoup de personnes ont fait le déplacement ce dimanche matin, et aussi on remerciera les bénévoles, les 1300 bénévoles qui étaient présents sur le parcours pour le ravitaillement au kilomètre 4 et au kilomètre 9 et également à l'arrivée évidemment.
Bravo aux bénévoles, bravo aux organisateurs et bravo aux participants. Une carte postale à ciel ouvert, hein, Victor, quand on voit les images qui ont été récoltées à droite à gauche, les images postées par les gens sur les réseaux sociaux, non seulement on voit beaucoup de gens, mais on se rend compte de la chance que l'on a d'habiter à La Rochelle dans ces cas-là. Et c'est pas le deuxième plus beau marathon de France pour rien, hein, derrière donc celui de Nice et Paris en troisième position. Le marathon de La Rochelle se classe deuxième plus beau marathon et plus prestigieux marathon de France. Effectivement, c'est une belle carte postale. L'arrivée, ni plus ni moins que sur ce Saint-Jean-d'Acre, cette institution rochelaise, les Francopholies et d'autres événements ont mis lieu de villégiature, excusez-moi, sur ce Saint-Jean-d'Acre, évidemment, rue du Palais, sous cette grosse horloge, la Corniche, l'avenue du Mail. On a une belle carte postale quand on court à La Rochelle, et c'est pas pour rien que le sport est une drogue, surtout quand le paysage est lui aussi une drogue également, de vouloir courir à côté de la mer et sur les falaises rochelaises. Et en plus, tu parles de drogue, mais c'est l'une des dernières occasions d'ici la fin de l'année pour les gens de faire un 10 km ou un marathon, puisqu'on rappelle que le calendrier est clairement en train de se réduire. Il reste 2-3 épreuves sur le territoire français, donc c'est aussi une date cochée par les fans de running, hein, ce marathon de La Rochelle. Oui, par les fans de running, il y a également des petites courses annexes, hein, celle de Maran, il y a les 5-10 km dans la communauté d'agglomération, sur Royan, le marathon de Côte-de-Beauté, qui est magnifique, ce marathon de Royan. On a des rendez-vous, hein, du running en Charente-Maritime et dans la région en général, le marathon des vins dans le Médoc. On est servi quand on est coureur, quand on est runner du dimanche ou non. On a de quoi courir, effectivement, à voir après le calendrier prévisionnel 2023, mais je pense que le marathon pour sa 32e édition a re-signé de nouveau, c'est clair. Toi, tu re-signes pour l'année prochaine ? On le fait en duo, Benjamin ? Alors sur le 10 km, hein, pas sur le marathon. Ça sera quoi l'objectif en termes de temps ? Battre 55 minutes ? Sur un duo ? Non, toi tout seul. Ah, moi tout seul ? Ouais, on va essayer de faire en 50 minutes. Allez, on met moins 5 minutes. Et allez, vous, c'est le défi pour l'année prochaine. Le marathon en 2h20, ça dit quoi ? Oui, on va d'abord se préparer un petit peu. On va manger des pâtes et retourner courir. Et promis, on fera le marathon de La Rochelle avec Victor. Bien évidemment, la catégorie des 10 km qui est une catégorie de plus en plus prisée par les runners. Merci beaucoup, Victor. Merci, Benjamin. Fin de la première partie du Nasport Show. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie avec notamment le journal du rugby. On le verra, de bien mauvaises nouvelles pour l'Union Bordeaux-Bègles et pour l'Aviron Bayonnais. On parlera football avec un reportage de Victor d'ailleurs à la veille de France-Tunisie. Victor est allé rencontrer la communauté des Aigles de Carthage en Nouvelle-Aquitaine. Et puis on parlera également tennis avec l'Open BLS de Limoges, le tournoi féminin qui approche à grands pas. Le Nasport Show revient dans un instant sur NATV. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement.
NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans le Nasport Show, 20h-21h, comme tous les soirs de la semaine sur NATV. On évoque ensemble, évidemment, l'actualité sportive de la région Nouvelle-Aquitaine. Et tout de suite, on passe à l'actualité du rugby. Et l'on souhaite un très bon anniversaire à Johan Tanga, l'international français qui joue évidemment au stade Rochelet. Fête aujourd'hui ses 26 ans. On embrasse Johan Tanga qui s'est parfaitement intégré au collectif Rochelet cette saison avec 9 matchs de top 14, 8 comme titulaire, 2 essais marqués. Lui qui est arrivé, on le rappelle, du Racing 92 lors du mercato estival. Une intégration réussie grâce notamment à l'ambiance magnifique qui règne au sein du vestiaire Rochelet. On écoute Johan Tanga, interrogé récemment dans le Nasport Show au micro de Victor Pérez-Boucheron. Ça a été assez facile parce que le club et les joueurs, le staff, ils ont été très accueillants avec nous les nouveaux. Et en plus de ça, je venais avec des gens que je connaissais déjà. Et en plus, il y avait déjà des joueurs que je connaissais avec qui j'ai joué. Donc l'intégration s'est fait facilement et rapidement. Je connaissais des joueurs parce que j'ai joué avec eux au Racing et en plus de ça aussi avec l'équipe de France. Donc ouais, ça s'est fait facilement. Oui, c'est plus facile. Quand on a besoin quand je demandais où est-ce qu'il fallait que j'habite, etc., j'ai été aiguillé. Il me parlait aussi un peu du fonctionnement du groupe, du fonctionnement de l'équipe et oui, c'est plus facile. Ouais, c'est un groupe, c'est un super groupe avec beaucoup d'ambition. Il y a aussi un super staff qui est très ambitieux et très exigeant, donc voilà. Moi personnellement je crois en ce groupe, c'est pour ça que je suis venu ici, c'est pour gagner des titres, donc oui. La cohabitation, ça se passe très bien, chacun fait ses tâches et on se partage bien le boulot, donc voilà. Après il y a aussi d'autres très bons troisième lignes ici, donc voilà. « 2001 et je connais pas d'autres troisième lignes qui ont son âge, donc je sais pas, c'est compliqué, mais c'est un très bon joueur, de ce que j'ai vu quand il joue avec La Rochelle. C'est un joueur qui aime le ballon, qui est plutôt aérien et qui est bon en touche, et je pense qu'il a du potentiel. C'est une très bonne ville, on sent que la ville est derrière le club, ouais, à tous les matchs ça se ressent, il y a un public franchement vraiment incroyable et on se sent poussé par la ville. Quand même, oui, parce que à La Rochelle, les supporters, ils nous poussent vraiment. Au Racing aussi, il y a des bons supporters, mais à La Rochelle, c'est vrai que c'est quand même différent. C'était Johan Tanga à qui l'on souhaite encore une fois un très bon anniversaire, lui qui fête ses 26 ans. On poursuit ce journal du rugby avec 2 gros coups durs pour l'Aviron bayonnais et l'Union Bordeaux-Bègles. Bayonne qui va devoir se passer pour le reste de la saison de l'un de ses joueurs clés, Gaëtan Germain, arrière et buteur. Le joueur de 32 ans touché au genou droit
en fin de rencontre ce week-end face à Montpellier et qui souffre malheureusement d'une rupture totale du ligament croisé antérieur. Coup dur également pour l'Union Bordeaux-Bègles avec la blessure de Yoram Moefana, l'international français que vous voyez à l'image après sa blessure à l'épaule subie ce week-end face à Perpignan. L'international français qui sera absent des terrains au moins 4 semaines selon les premiers examens. L'international français qui souffre d'une entorse acromio-claviculaire. On souhaite évidemment un bon rétablissement et un retour rapide sur les terrains à Gaëtan Germain et Yoram Moefana. On referme ce journal du rugby avec le top 14 qui a dévoilé sur son compte Twitter officiel le classement des plus beaux essais de la 11e journée de championnat. 2 néo-aquitains figurent dans ce top 5 avec notamment l'ouvreur de l'UBB Mathieu Jalibert. On se régale avec le top 5 des plus beaux essais de la 11e journée. Mathieu Jalibert, l'ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègles, vous le voyez sur ces images. Toujours la classe de Jalibert, un peu comme avec le 15 de France. Le petit coup de pied par-dessus. Et derrière, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et il va aplatir. Du côté du Racing, un magnifique essai collectif là, avec tout le travail des avants. Notamment un travail qui sera conclu par un coup de pied magnifique de Finn Russell pour aller servir en diagonale Wade. Essai somptueux de la part du Racing 92, marqué en bout de ligne. Match qui est opposé, évidemment, vous l'avez vu sur les images, le Racing 92 à Clermont. Autre international français qui a brillé ce week-end, c'est Romain Ntamak qui avait été un petit peu critiqué à la suite de ses prestations avec l'équipe de France. Et là, magnifique. Et c'est un peu comme Mathieu Jalibert, un petit coup de pied pour tromper la vigilance de la défense. Et derrière, Romain Ntamak, tout de blanc et rose vêtu, qui vient aplatir au départ de l'action l'ancien Bordelais Roumat, qui vient prendre cette touche. Vous le voyez sur l'image. Et derrière, la classe, le talent et l'action individuelle signée Romain Ntamak. En deuxième position, c'est un ancien de Nouvelle-Aquitaine, désormais à Montpellier, c'est Léo Colli. Vous le voyez à l'écran, Léo Colli, l'ancien joueur du Stade Montois qui avait été élu révélation de l'année et qui vient marquer un superbe essai collectif, le petit plongeon. Et Colli qui marque cet essai juste à côté des perches. En tout cas, encore une fois, une action de grande classe dans ce championnat de top 14 où l'on voit de plus en plus d'essais absolument magnifiques. Et puis à la première place, c'est un joueur qui évolue en Nouvelle-Aquitaine puisque c'est un joueur de la section paloise. C'est Thibaut Daubagna qui décroche le plus bel essai de cette 11e journée de top 14 et qu'il est beau. Cet essai, encore une fois, dans ce duel 100% néo-aquitain entre Pau et Brive, une action collective de grande classe qui est conclue de la meilleure des manières par Thibaut Daubagna. Thibaut Daubagna donc qui remporte le classement de la 11e journée des plus beaux essais du top 14. C'était absolument magnifique. Bravo à Mathieu Jalibert, bravo à Wade, bravo à Daubagna, bravo à Romain Ntamak pour ses essais et à Colli. Évidemment, on passe du rugby au tennis avec, et dans 11 jours précisément, l'Open BLS de Limoges, le tournoi WTA qui va se dérouler du 10 au 17 décembre prochain. C'est la 8e édition du tournoi Limougeot, un tournoi que vous pourrez suivre en exclusivité sur NATV. À partir du 15 décembre, on vous fera vivre les demi-finales, les quarts de finale, les matchs de double, tout cela avec notamment Jean-François Pibre ou encore Paul Sabio. Petite bande-annonce de l'Open BLS de Limoges. En cette fin d'année, il y a 2 types de joueuses. Celles qui profitent des plus belles plages du monde pour se reposer au soleil, et il y a celles qui charbonnent, qui s'entraînent dur, qui transpirent et qui continuent de jouer dans l'espoir de valider leur ticket pour l'Open d'Australie. Le Palais des Sports de Beaublanc, lui, ne s'arrête jamais et délaisse le temps d'un instant la grosse balle orange pour la petite balle jaune. À l'occasion de la 16e édition de l'Open BLS de Limoges, NATV monte au filet et vous propose de vivre ce tournoi sur notre antenne.
qui succédera à la Belge Alison Van Uytvanck. Les Françaises Alizé Cornet et Kiki Mladenovic vont-elles briller dans un tournoi qui échappe au clan France depuis Caroline Garcia en 2015 ? Sofia Kenin peut-elle revenir à son meilleur niveau ? Réponse à toutes ces questions du 15 au 17 décembre et c'est seulement sur NATV. Et vous avez vu la Belge sur les images, Alison Van Uytvanck, la tenante du titre qui avait remporté le trophée la saison dernière et qui va bien remettre son titre en jeu. C'est une information, elle sera bien dans la cité limousine, elle qui est désormais 55e joueuse mondiale. Elle tentera de décrocher le 9e titre de sa carrière. Bonne nouvelle également concernant le clan tricolore qui sera orphelin de Caroline Garcia puisque Caroline Garcia, elle, a remporté le Masters et a donc bien mérité un peu de repos en cette fin d'année avant d'attaquer l'Open d'Australie. En revanche, il y aura bien Alizé Cornet qui sera au Palais des Sports de Beaublanc, la niçoise qui a laissé un petit message aux organisateurs et aux fans de ce tournoi de Limoges. On regarde la vidéo Twitter d'Alizé Cornet. Bonjour à tous, c'est Alizé. Je suis vraiment très heureuse d'être de nouveau présente à l'Open BLS de Limoges. Donc je vous retrouve du 10 au 17 décembre au Palais des Sports de Beaublanc pour une belle semaine de tennis. À bientôt. À bientôt Alizé Cornet, en espérant voir la Française briller sur l'antenne de NATV pour pourquoi pas décrocher un trophée qu'elle n'a jamais remporté. On referme le Nasport Show avec l'actualité du ballon rond. Vendredi et samedi aura lieu du côté de Limoges l'Assemblée Générale Financière dématérialisée de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Le président de la Ligue, Saïd Njimi, était hier dans la FNATV l'invité de Nicolas Cout. Il était là notamment pour évoquer le bilan de la saison post-Covid, mais il a surtout évoqué son récent retrait de permis de conduire après un test positif au cannabis. Les explications lors de cette interview exclusive signée Nicolas Cout avec donc Saïd Njimi. Vous aviez décidé il y a un peu plus d'un an de cet outil qui est LFNA TV à destination des clubs. Certains ont dit que ça allait être Télé Njimi. Finalement, vous avez vu que 2 fois en un peu plus d'un an. Tout simplement parce que c'est pas Télé Njimi, c'est Télé Club, Télé Amateur, Télé Bénévole. Nous avions le souhait de mettre en valeur les actions des bénévoles, les bénévoles qui interviennent au profit des clubs, et puis mettre en lumière ce football amateur qui n'est pas très médiatisé. C'est un peu dommage, c'est pour ça que LFNA TV a été mise en place. Saïd Njimi, on va revenir sur les aspects financiers de la fédération, de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Vous nous disiez que l'année précédente pourrait être difficile parce qu'on était encore après le Covid. Finalement, la traduction de cette année, difficile ou pas ? Alors non, une très belle surprise. Un grand coup de chapeau d'abord à tous les clubs puisque les licenciés sont bien revenus. On n'a pas eu la crainte, enfin en tout cas la crainte que l'on avait ne s'est pas matérialisée. Donc un grand bravo à tous les clubs. Cela convient à dire que notre année financière, si on veut parler de finances, s'est très bien passée, c'est plutôt bien passé. Les chiffres, c'est quoi ? Vous êtes excédentaire ? Alors oui, on a un excédent de 350 000 € environ, qui correspond sensiblement à l'excédent de l'année dernière. Donc la Ligue se porte bien sur ces aspects-là. On a quand même maintenu un niveau d'aide conséquent auprès des clubs, puisque 1 million d'euros ont été distribués, alors sous la forme de soutien aux services civiques, sous la forme d'aide aux infrastructures, d'aide à l'emploi, de matériel divers et variés, fidèles aux engagements de campagne qui ont toujours été pris vis-à-vis des clubs. Et puis une bonne surprise aussi, notre trésorerie s'améliore. En 2017, elle était d'environ 3 500 000 €. Là, on a 1 million supplémentaire. Donc la Ligue est forte et armée et prête à affronter un avenir qui, semble-t-il, pourrait être difficile. Stratégie critiquée par vos opposants, mais qui s'avère être payante. C'est ce que vous allez tenter de dire par voie dématérialisée, parce qu'on a régulièrement évoqué, Saïd Njimi, le fait que vos assemblées générales financières étaient également dématérialisées. Force est de constater que ça marche et que les clubs l'ont souhaité. Alors, les clubs l'ont voté à une très forte majorité lors de la dernière assemblée générale d'Arsac. J'espère que mes opposants, et ils ont le droit de s'opposer, vont convenir que ce sont les clubs qui décident avant tout. Donc les clubs ont voulu une assemblée générale dématérialisée. Et finalement, eh bien, c'est encore plus démocratique le vote dématérialisé. Complètement, puisqu'on élimine la notion de pouvoir, puisqu'on sait très bien que de nombreux clubs ne viennent pas aux assemblées générales. Et comment ne pas les comprendre avec cette ligue qui est vaste, qui est immense et qui ne permet pas à certains de prendre leur voiture et de faire 4 ou 5 heures de route. Donc l'assemblée générale dématérialisée, effectivement, il y a un taux de présence qui est très important et tant mieux.
Autre question, pour revenir sur cette assemblée générale d'Arsac dans le Médoc du mois de juin dernier, Saïd N'Djimi, même si le code du sport le permet, il a été évoqué la possibilité pour le président de faire 2 ou 3 mandats. On connaît le résultat du vote. Est-ce que vous, dans votre fort intérieur, vous envisagez de faire un 3e mandat? Non, sincèrement, je pense que au moment où je vous parle, ce qui est important, c'est de dire que j'ai pris un engagement en 2017. Mais le code du sport vous le permet. Oui, c'est vrai, mais mon engagement moral est au moins aussi important que le code du sport. Et en 2017, je m'étais engagé à faire 2 mandats. Il n'en reste pas moins vrai que le travail à fournir au sein de cette ligue est immense. Le premier mandat où je me suis énormément investi de telle façon à ce qu'on puisse véritablement fusionner, puisqu'il était important de marier les 2 entités, c'était loin d'être évident. Il était important de permettre au club de se sentir néo-aquitain, c'est loin d'être évident. Et enfin, il était important que les salariés, les 60 salariés que compose la Ligue, puissent se dire qu'ils travaillent maintenant pour une entité régionalisée qui est extrêmement vaste. Le 2e mandat a été tronqué, comme vous le savez, par le Covid. Donc évidemment, il y a encore énormément de choses à faire. Et principalement sur la formation, sur le soutien au football féminin et sur les infrastructures. On le sait, demain, il y aura des difficultés relatives à l'énergie. Et je voudrais qu'on s'occupe d'équiper du mieux possible les stades néo-aquitains de LED. Vous voyez, donc il y a énormément de choses à faire. Alors évidemment, ça prendrait du temps. Mais encore une fois, mon engagement de 2017 me ramène à la raison. Et comme d'habitude, on a l'impression que vous faites partie avec les membres de votre comité de direction de ceux qui mettent les clubs finalement au centre du projet avec de vraies valeurs. Je le crois, sincèrement. Je pense, avec beaucoup d'objectivité, qu'on a fait du bon travail. Évidemment, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais ce sont les clubs, ce sont les bénévoles, ce sont les amateurs qui font la force de ce football. Et encore une fois, c'est à eux que je tiens à adresser mes plus vifs remerciements. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui en train d'évoquer les choses avec vous. Alors, le vote dématérialisé, on peut rappeler comment ça marche? Alors, il suffira à tous les clubs qui vont recevoir un mail avec les identifiants de se connecter sur la plateforme à partir de vendredi 2 décembre 18h jusqu'à samedi, jusqu'au lendemain 3 décembre à 19h pour pouvoir voter en leur âme et conscience par rapport aux choses qui leur seront présentées. Dans votre gouvernance, quels sont maintenant vos objectifs? Vous avez installé il y a quelques semaines de cela Philippe Oyambéry en tant que président délégué. François Grenet est également venu vous rejoindre. On l'a reçu sur LFN TV. Il nous parlait de ce qu'il y faisait. C'est quoi maintenant le projet de votre fin de mandat? Alors, poursuivre les actions principalement, indépendamment des hommes et des femmes, poursuivre les actions principalement sur le développement du football féminin, l'accompagnement au développement du football féminin, l'arbitrage et les infrastructures, évidemment. On a un gros sujet aussi sur la formation. Vous voyez, c'est autour de ces 4 axes-là principaux. Je pourrais parler évidemment de la violence, qui est un sujet de fond aussi sur nos terrains. Bref, un travail incommensurable. Et François Grenet comme Philippe Oyambéry y participent naturellement. Aujourd'hui, il y a des choses que vous regrettez? Vous vous dites, tiens, finalement, on aurait dû travailler comme ça, sur tel sujet, sur tel angle. Est-ce que, on sait que vous ne regardez pas forcément dans le rétro, que vous êtes un fonceur, et c'est ce que l'on vous reproche, même d'ailleurs parfois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, tiens, on va travailler là-dessus, on va mettre le doigt là-dessus parce qu'on n'a pas suffisamment insisté? Je pense que mon caractère a fait que j'ai pu me créer des ennemis, hein. On peut dire les choses telles qu'elles sont, ou alors des gens qui ne sont pas totalement satisfaits de... Ils peuvent avoir raison sur certains aspects, parce que je ne suis qu'un homme, je suis largement perfectible. C'est peut-être le principal regret que j'ai, c'est de ne pas avoir peut-être su rassembler encore plus de monde qu'il aurait fallu, peut-être autour de l'envie de faire de cette ligue une très belle ligue. Je regrette les critiques permanentes des oppositions qui sont souvent centrées sur ma personne, mais bon, après j'ai fait avec ce que j'avais, en fonction de mon caractère, c'est pas toujours très simple. Autre sujet, Saïd N'Djimi, j'ai ouï dire que vous alliez vous investir dans une campagne contre les addictions. Oui, j'ai envie de m'engager. Cette fois-ci, c'est un sujet très personnel qui n'engage que moi. Je pense que c'est une cause qui est importante, surtout que j'ai été traumatisé à titre personnel par un événement qui m'est arrivé il y a de cela 1 an et demi environ et qui m'a bien fait réfléchir.
Donc aujourd'hui, ça veut dire que vous allez vous investir de quelle manière? Vous êtes en train de réfléchir, d'en discuter? Oui, d'en discuter et puis de voir avec certaines associations comment est-ce que je pourrais livrer mon témoignage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur ce qui m'est arrivé il y a 18 mois. Ça n'a pas été facile pour moi à vivre. Alors du coup, vous m'incitez à rentrer dans votre vie privée. Qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 18 mois Alors j'ai perdu mon permis de conduire, ça a duré 6 mois. J'ai eu la décision là maintenant définitive, donc j'ai eu une suspension de permis de 6 mois de conduire et puis une amende de 400 € parce que malheureusement j'ai sombré à l'appel de l'utilisation du cannabis. Voilà, j'en ai fumé, je le reconnais humblement et je ne me rendais pas compte au moment où je l'ai fait des conséquences. J'ai pris mon véhicule quelques jours après pensant que je ne serais pas positif, loin de là, patatras. Donc j'ai été contrôlé et voilà les conséquences, voilà le trauma qui est le mien aujourd'hui et j'ai véritablement envie demain de me donner à fond dans cette cause pour rappeler à quel point ça peut être dramatique. J'ai eu beaucoup de chance, je n'ai nui qu'à ma personne, je n'ai nui à personne d'autre. Ceci étant dit, ça aurait pu être plus grave et croyez-moi que ça soigne, ça magne. Et c'est un peu à la mode. On voit votre collègue de l'équipe 21 quand vous intervenez qui fait une campagne contre l'alcoolémie au volant. Finalement, vous vous dites il faut que je fasse quelque chose. Ok, je me suis fait prendre, mais c'est quoi votre pensée? Dites-nous. Mon expérience personnelle que j'ai envie de partager avec d'autres, il ne s'agit pas seulement de considérer que c'était une mauvaise chose, il faut aussi la transformer en action positive et demain j'ai envie de raconter cette expérience, je vous la livre aujourd'hui. D'abord ça me soulage parce que ça me permet de dire à tout le monde que je ne suis qu'un homme au fond et que je me suis trompé et le meilleur moyen de renvoyer l'ascenseur d'une certaine manière c'est de s'engager et de dire stop à toutes ces addictions qui font énormément de mal aux jeunes et aux moins jeunes. Donc j'espère que beaucoup de gens pourront m'entendre. Terminons, si vous le voulez bien, Saïd N'Jimi, sur l'année 2022. Que va-t-il se passer à la Ligue? On sait qu'il y a l'Assemblée Générale Financière le week-end à venir. Ensuite, il va y avoir, en tout début d'année, les 3 clubs de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Pau et Niort, qualifiés en 32e de finale de la Coupe de France. Et après, qu'est-ce qu'il va se passer? Du championnat classique? Oui, du championnat classique, un championnat très difficile, puisque comme beaucoup le savent, principalement sur les seniors, il va y avoir beaucoup de rétrogradation, que ce soit en R1, en R2, en R3. Donc je pense que la deuxième partie de saison va être délicate et difficile à vivre et puis continuer à accompagner nos clubs de la meilleure façon possible comme on le fait depuis 5 ans maintenant. Un mot sur la Coupe du Monde. On en est loin, c'est vrai, Saïd N'Jimi, depuis cette Ligue de Nouvelle-Aquitaine, mais on voit des temps additionnels incroyables. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, les arbitres de Nouvelle-Aquitaine feront jouer une première période avec 15 minutes de temps additionnel? Ça sera délicat parce qu'en fait, le principe, c'est d'ajouter une forme de temps de jeu effectif. Je dis une forme parce que c'est 55 à 60 minutes le temps de jeu effectif d'une partie. Donc vous imaginez que ça serait difficile de rajouter 30 minutes sur chaque match. Mais ceci étant dit, on rajoute cette fois-ci le vrai temps des blessures, des buts marqués, des célébrations et aussi des éventuelles tricheries de fin de match où certains joueurs, vous le savez, essayent de gagner du temps parce que leur équipe mène au score. Donc l'objet de cet ajout de temps, c'est celui-là. Maintenant, si on veut parler du monde amateur, ça sera difficile. On a déjà peine à avoir un nombre suffisant d'arbitres sur le terrain. Je ne crois pas que ça sera duplicable ou applicable exactement de la même manière. Merci beaucoup Saïd N'Jimi, président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Voilà Benjamin, ce que l'on peut retenir, c'est que la Ligue, je vais y arriver, la Ligue est excédentaire encore pour cette saison et ce malgré les craintes initiales de Saïd N'Jimi lors de l'automne dernier et le président N'Jimi qui a donc dit pour le moment que on était à 2 mandats, le code du sport. J'ai essayé de vous taquiner un peu et de savoir parce que, vous savez, je fais comme tout le monde. Je lis sur Internet Saïd N'Jimi où tout le monde dit que vous allez repartir pour un 3e mandat. Donc vous nous avez confirmé que non ce soir. Écoutez, en tout cas, les clubs ont l'opportunité de pouvoir trancher définitivement ce week-end. J'ai absolument pas de doute qu'ils vont le faire. En l'état actuel des choses, non. Je ne pense pas que ça soit pertinent. J'ai fait une promesse. Je pense qu'il faut parfois aussi tenir ses promesses. C'était Saïd N'Jimi, le président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, interrogé au micro de Nicolas Coute dans l'émission LFNA TV sur NATV. Une interview à retrouver bien évidemment sur notre site internet na.media avec un article relatant donc cette affaire de retrait de permis. L'actualité du football, c'est également la Coupe du Monde, comme tous les jours en ce moment du côté du Qatar. 3e et dernier match de poule demain pour l'équipe de France de Didier Deschamps qui est déjà qualifiée. Ce sera à 16h heure française face
à la Tunisie. Si les Bleus sont déjà qualifiés pour les 8e, les Aigles de Carthage, eux, sont pour le moment derniers du groupe, mais ils peuvent toujours décrocher leur ticket pour les 8e de finale. La Tunisie qui compte énormément, vous le savez, de supporters en Nouvelle-Aquitaine avec une grosse communauté tunisienne dans la région. C'est le cas notamment à La Rochelle où notre journaliste Victor Pérez-Boucheron s'est rendu direction le Carthage, un restaurant à kebab du centre-ville de la cité maritime pour le reportage du soir. La Coupe du Monde a débuté il y a moins de 2 semaines maintenant. La France a réussi pour l'instant tous ses matchs de poule contre l'Australie, contre le Danemark. Ce soir, la France donc se produira contre la Tunisie au Qatar. Je vous propose de prendre un petit peu la tension, la température dans les kebabs rochelais. Venez avec nous. Venez au kebab avec moi. Nous prenons la direction d'un kebab, mais pour regarder un bon match de football, il nous faut un bon kebab. Mais où trouver un bon kebab? Pour le savoir, il faut aller à La Rochelle, au Carthage. Tahar est le patron du Carthage, en d'autres termes, le maître kebabier. D'accord, c'est Yayaoui Tahar, au centre Carthage, 17 rue Lyons Belgier. On fait spécialité orientale, couscous, kebab. On est bien connus. Tahar est également pour la Tunisie, mais aussi la France. Il faut savoir qu'un match de football, c'est 90 minutes et il n'y a qu'un seul vainqueur. Toujours on a la chance, quoi. On peut pas, on dit peut-être on peut gagner, on peut faire un match nul. La France, deuxième au pays, quoi. Moi, toujours, j'ai dit Coupe du Monde pour la France. Mais on va voir, quoi. J'aime bien la Tunisie qui gagne, au moins on va faire quelque chose, quoi. Dans un kebab, il y a également des gens qui viennent pour manger des kebabs et regarder des matchs de football. Franchement, je connais pas trop d'équipe tunisienne car je suis pas un Tunisien. Et franchement, je pense qu'ils vont bien jouer, il y a des bons joueurs. Et je pense qu'ils vont s'en sortir. Je pense qu'ils vont gagner en plus. Donc je supporte un petit peu plus de Tunisie mercredi soir. La tendance bouge visiblement vers la Tunisie et si la boule de cristal était remplacée par le kebab de cristal. L'équipe de France, elle est bien connue. Ça fait longtemps, quoi. Pris plusieurs fois la Coupe du Monde, Coupe d'Europe. Il y a des spécialités. Mais les Tunisiens aussi, il y a de bonnes équipes. Mais il faut qu'ils changent un peu l'entraîneur. Il faut faire quelque chose, une solution pour autrement, j'ai vu les matchs, pas mal, ils sont bien joués, mais ça manque un peu technique, ça manque un peu de travail de l'entraîneur. Ouais, je pense que la France comme le Brésil, ça pourrait être un petit bon match. Donc Mbappé-Neymar. Mbappé-Neymar. Et on remercie Victor Pérez-Boucheron pour ce reportage du côté du Carthage à La Rochelle où le cœur sera déchiré évidemment entre la France et la Tunisie. Match qui aura lieu demain au Qatar à 16h. Dernier match de poule de l'équipe de France mais également de l'équipe des Aigles de Carthage. On espère évidemment que nos amis tunisiens se qualifieront eux aussi pour les 8e de finale. Le Nasport Show, c'est désormais terminé. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous vous dirigez sur notre page YouTube, la page YouTube de NATV pour consommer l'émission en replay avec un bon kebab évidemment. Merci à Paul Maison-Regnault à la réalisation. Merci à Victor Pérez-Boucheron à l'édition. Dans un instant, c'est la rediffusion de Nactu sur NATV, une émission intégralement consacrée au dernier jour de l'opération Movember. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre antenne.